combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. Il paraît qu'une bonne dispute de temps en temps remet les pendules à l'heure. C'est faux. En séance, je vois surtout qu'elle dérègle davantage l'horloge interne du couple, parce que la plupart des disputes ne réparent rien, elles ne clarifient pas, elles ne rapprochent pas vraiment, elles laissent souvent derrière elles plus de fatigue, plus d'incompréhension, parfois même plus de distance. Et pourtant, beaucoup de couples pensent que c'est normal, qu'un couple ça traverse forcément des hauts et des bas, comme si se disputer faisait partie du contrat, comme si le conflit était une preuve d'implication, comme si le calme, lui, était suspect. Dans cet épisode, j'aimerais te proposer un autre regard, un regard plus lucide, plus adulte, plus apaisant aussi, parce qu'une dispute n'est pas un désaccord. Un désaccord peut se discuter. Une dispute, elle, déborde. Quand on se dispute, on ne cherche plus vraiment à comprendre l'autre. On cherche à être soulagé de ce qui monte à l'intérieur, à être reconnu, à faire baisser la tension, à ne plus se sentir seul avec ce que l'on ressent. On confond alors très facilement conflit et communication, intensité et vérité, affrontement et lien. On va explorer ce qui se joue réellement dans les disputes de couple, pourquoi certaines explosent toujours autour des mêmes sujets, pourquoi d'autres couples vivent dans un calme apparent mais fait de concessions silencieuses, et surtout, on va faire une distinction essentielle, souvent absente des discours sur le couple, la différence entre le compromis et la concession. Parce qu'un compromis peut nourrir un lien, mais une concession répétée abîme l'estime de soi et à terme, le couple lui-même. Je vais aussi te montrer qu'il est possible de préserver un lien sans s'écraser, de se respecter sans entrer en guerre, et que non, se disputer n'est pas une preuve d'amour. C'est bien souvent le signe que quelque chose déborde, faute d'avoir pu être contenu autrement. Si ce sujet te touche, si tu te reconnais dans des disputes qui reviennent, dans des silences qui pèsent, ou dans ce sentiment diffus de te perdre un peu dans la relation, alors reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce qu'il se pourrait que ton regard sur le conflit change, que tu comprennes mieux ce qui se joue pour toi et pour l'autre, et que l'exercice final, issu des thérapies cognitives et comportementales, t'aide à faire une distinction essentielle entre ce que tu ajustes, ce que tu concèdes et ce que tu sacrifies parfois sans t'en rendre compte. Pas pour régler la relation, mais pour te repositionner à l'intérieur de toi avec plus de clarté et moins de lutte. Et pour comprendre pourquoi bien souvent ce n'est pas le désaccord qui abîme le lien, mais ce qui déborde quand il n'a pas trouvé d'autre chemin. Une dispute n'est pas un échange d'idées. Ce n'est pas un débat, ni une confrontation de points de vue. Dans une dispute, le raisonnement se met en retrait. Ce qui prend le dessus, c'est l'activation émotionnelle. Quelque chose s'active à l'intérieur, une tension monte, une alerte s'enclenche. Le système nerveux passe en mode protection et la relation devient l'endroit où cette activation cherche à se résoudre. Quand l'émotion prend cette place-là, la relation cesse d'être un espace de rencontre. Elle devient un espace de réaction.
pas parce que les partenaires veulent se faire du mal, mais parce qu'ils cherchent, chacun à leur manière, à retrouver un sentiment de sécurité intérieure. C'est ici que la maturité émotionnelle entre en jeu. La maturité émotionnelle, ce n'est pas ne rien ressentir, ni rester calme en toutes circonstances. C'est la capacité à sentir ce qui s'active en soi sans le déverser immédiatement sur l'autre. Dans une dispute, cette capacité est souvent absente, non par mauvaise volonté, mais parce qu'elle n'a pas encore été construite. C'est là que Julie et François rentrent en scène. Julie parle, elle explique, elle insiste, elle sent que quelque chose d'important n'est pas entendu. Son corps s'active, sa voix monte, ses mots se précipitent. Et plus elle sent que le lien lui échappe, plus elle tente de le retenir par la parole, par l'intensité, par la répétition. François répond, il se raidit, il se justifie, il élève la voix à son tour. Son corps aussi s'active, mais pas au même endroit. Là où Julie cherche à maintenir le lien, François cherche surtout à protéger ses limites. Très vite, le ton monte des deux côtés. Les mots deviennent plus durs, les reproches s'enchaînent, ils ont l'impression de se répondre. En réalité, ils réagissent. Julie ne crie pas pour attaquer, elle élève la voix parce que son système émotionnel lui dit que le lien est menacé. François, lui, ne crie pas pour dominer, il réagit parce que son système émotionnel lui dit que ses limites sont envahies. Il ne parle déjà plus du tout du sujet de départ, il parle de sécurité, de reconnaissance, de place. Ce n'est pas un conflit d'idées, c'est une collision de systèmes émotionnels activés. Et c'est précisément là où l'on peut mesurer le niveau de maturité émotionnelle dans le couple, juste pour comprendre. La maturité émotionnelle permet de différer la réaction, de nommer ce qui se passe, de rester en lien avec soi sans attaquer l'autre. Quand elle n'est pas encore suffisamment construite, la dispute devient le seul mode d'expression possible de ce qui ne sait pas encore se dire autrement. La dispute n'est alors ni un caprice, ni un problème de caractère, c'est une tentative désorganisée de régulation émotionnelle qui se joue à deux. Et c'est là que beaucoup de couples se trompent de lecture. Ils pensent être en conflit de valeurs, ils pensent ne pas être compatibles, alors qu'en réalité ils sont pris dans un schéma relationnel répétitif où chacun réagit à l'activation de l'autre. Ce n'est pas ce que l'un pense contre ce que l'autre pense, c'est ce que l'un ressent qui active chez l'autre une réponse défensive. Et tant que ce mécanisme n'est pas compris, les disputes reviennent, sous des formes différentes, mais avec la même intensité intérieure et la même fatigue émotionnelle à la fin. Un désaccord concerne des idées, des besoins différents, des points de vue qui ne coïncident pas. Un désaccord se discute, il propose de la disponibilité intérieure, une capacité à entendre l'autre sans se défendre. Un conflit émotionnel, lui, ne se situe pas au niveau des idées, il se joue au niveau de l'état intérieur. Dans un conflit émotionnel, le système est déjà activé. La tolérance baisse, la nuance disparaît. Dans la dispute, on ne cherche plus à comprendre, on cherche à faire baisser ce qui est devenu trop intense à l'intérieur. Parfois en étant reconnu, en étant sécurisé, parfois en faisant taire l'autre pour que l'intensité cesse. À cet endroit-là, la relation n'est plus un espace de dialogue, elle devient un espace de décharge. Et si ce mécanisme se met en place si vite, c'est aussi parce que le calme qui suivrait demanderait de rester seul avec ce que l'on ressent. Ce n'est pas un conflit d'idées, c'est un conflit émotionnel. On ne se dispute pas parce qu'on pense différemment, on se dispute parce qu'on ne sait plus contenir ce que l'on ressent quand le lien devient instable. Quand le conflit émotionnel n'est pas compris, le couple cherche à s'apaiser comme il peut, et très souvent, il croit trouver la solution dans ce qui ressemble à un accord. Mais tous les accords ne se valent pas, et certains apaisent le moment au prix d'un déséquilibre plus profond. C'est ici qu'il devient essentiel de faire la différence entre compromis et concession. Un compromis est un ajustement réciproque. Il suppose que chacun bouge un peu, que chacun renonce à quelque chose sans se renier. Dans un compromis, personne ne disparaît. Le lien s'adapte sans écraser l'un ou l'autre. La concession, elle, fonctionne autrement. La concession est un renoncement unilatéral. Quelqu'un s'adapte encore et l'autre reste à la même place. Beaucoup de couples vivent sur des concessions déguisées. Ils appellent ça des efforts, de la patience, de l'amour, mais intérieurement,
quelque chose se déséquilibre. Revenons à Julie et François. François cède, pas parce qu'il est d'accord, mais parce qu'il veut éviter le conflit. Il veut que ça se calme, que la tension retombe. Alors il accepte, il se tait, il laisse passer. Julie de son côté insiste, pas pour dominer, mais parce que rien ne change vraiment. Elle sent confusément que ce qui est posé n'est jamais vraiment intégré. Et plus François cède, plus Julie sent que quelque chose sonne faux. Et plus elle insiste, et plus François se replie. Le couple s'épuise. C'est le prix invisible des concessions répétées qui est trop lourd. De la fatigue, du ressentiment, une impression de se perdre un peu et souvent une explosion différée. Alors elle peut être spectaculaire ou pas, sous forme de distance, de désengagement ou d'un éclat de voix de trop. Il est alors essentiel de ne pas se tromper de diagnostic. Il pense que le problème c'est la dispute alors qu'en réalité elle est le symptôme d'un déséquilibre, d'un ajustement qui ne se fait plus à deux, d'un lien où l'on se contient trop pendant que l'autre tente encore d'être entendu. Elle est essentielle, cette différence entre compromis et concession, car tant que ce n'est pas clair, le couple oscille entre explosion et renoncement, sans jamais retrouver un espace vraiment juste pour chacun. Quand on confond conflit émotionnel et désaccord, quand on s'épuise entre concession et explosion, une croyance finit souvent par s'imposer. L'idée que se disputer serait inévitable, normal, voire nécessaire. Je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, je ne sais pas très bien d'où ça vient cette idée. À quel moment on a commencé à se dire qu'un couple, forcément, ça se dispute. Mais je l'entends très souvent en séance. C'est normal, il y a des hauts et des bas. Tous les couples se disputent. C'est devenu une croyance collective, une phrase automatique, un cadre relationnel implicite. Et plus une croyance est partagée, et moins on la questionne. On finit par penser que la dispute fait partie du lien, qu'elle serait presque un passage obligé, une preuve d'implication, une marque d'authenticité. Cette croyance repose sur plusieurs confusions profondes. D'abord, une confusion entre intensité et vérité. Parce que quelque chose est fort, on pense que c'est vrai. Parce que ça fait du bruit, on pense que ça compte. Ensuite, une confusion entre calme et indifférence. Le calme est suspect, perçu comme un désengagement, une absence de désir, un lien qui s'éteint, comme si aimer devait forcément faire mal, comme si une relation vivante devait être traversée de tensions visibles. Et puis, il y a une peur plus silencieuse, la peur du vide relationnel. Le calme confronte, il laisse de l'espace, il oblige à être présent, à soi, à l'autre. Sans conflit pour remplir l'espace, certaines fragilités remontent, des insécurités, des manques, des peurs anciennes. Alors la dispute devient familière, connue, prévisible. Elle crée du mouvement, elle évite le silence, elle donne l'illusion d'un lien vivant. Mais ce que l'on ne mesure pas toujours, c'est le coût de cette banalisation, parce qu'une dispute ne disparaît jamais complètement, même quand elle se termine, même quand on se réconcilie, même quand on se dit que ce n'était rien. À chaque dispute, il y a souvent un petit coup de canif, dans le cœur, dans la confiance, dans la sécurité du lien. C'est parfois très subtil, une phrase de trop, un regard qui se ferme, un repli discret, et à force de considérer la dispute comme normale, on finit par considérer ces micro-blessures comme acceptables. On s'habitue à l'idée qu'aimer, ce serait aussi s'abîmer un peu, que le lien se construit dans la tension, alors qu'en réalité, si la dispute semble nécessaire, ce n'est pas du tout parce qu'elle est saine, c'est parce que d'autres façons d'être en lien n'ont pas encore été intégrées. Et là, tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, mais si la dispute n'est pas une fatalité, si elle n'est que le symptôme et non la preuve du lien, alors une autre question peut enfin se poser. Comment rester en lien sans se perdre, sans s'écraser, sans entrer en guerre ? Sortir de la dispute ne signifie pas devenir lisse, ni se taire, ni renoncer à ce qui est important pour soi. Ça commence souvent par un déplacement intérieur. Ne plus chercher à gagner, parce que dans une relation, il n'y a pas de victoire durable sur l'autre. Ne plus chercher à faire taire, parce que faire taire l'autre ne calme jamais vraiment ce qui s'agite à l'intérieur. Sortir de la dispute, c'est apprendre à différer. Différer la réaction, différer la réponse, différer l'acte, non pas pour nier ce que l'on ressent, mais pour ne pas le projeter immédiatement sur l'autre.
C'est aussi apprendre à nommer sans attaquer, dire ce qui se passe en soi sans transformer l'autre en responsable de tout, parler depuis son ressenti, sans accusation, sans menace, sans violence émotionnelle. Sortir de la dispute, c'est accepter que le lien ne se joue pas dans l'intensité, mais dans la capacité à rester présent ou présente quand l'émotion monte. Cela demande du courage, le courage de se respecter. Se respecter sans entrer en guerre, préserver le lien sans s'écraser, tenir sa place sans détruire celle de l'autre. Ce n'est pas un idéal inaccessible, c'est une compétence relationnelle, et comme toute compétence, elle se construit, avec un premier pas, simple, concret, pour commencer à repérer là où tu te trahis, là où tu cèdes trop, et là où tu pourrais apprendre à faire autrement. À ce stade de l'épisode, tu as peut-être commencé à reconnaître ce qui se joue pour toi dans les disputes, les endroits où tu montes trop vite, ceux où tu te retiens trop longtemps. Alors je te propose maintenant un exercice thérapeutique pour réparer autrement la prochaine fois. J'ai appelé cet exercice « Te respecter sans rompre le lien ». Tu peux le faire maintenant ou y revenir plus tard quand le moment sera plus juste pour toi. Il ne s'agit pas de provoquer une discussion, il s'agit de te repositionner intérieurement avant même que la tension n'apparaisse. Pour commencer, pense à une situation de dispute que tu connais bien, un scénario presque écrit d'avance. Tu sais comment ça démarre, tu sais à quel endroit ça dégénère, et souvent, tu sais aussi comment tu en ressors. À partir de cette situation, je t'invite à faire 3 distinctions. D'abord, prends un moment pour identifier ce que tu peux négocier. Ce sont les ajustements possibles, les endroits où tu peux t'adapter sans te perdre. Par exemple, changer l'horaire de la discussion, faire autrement une organisation, accepter une différence de rythme, renoncer à avoir raison sur un détail. Ce sont des zones où ton corps reste ouvert, où tu ne te crispes pas. Ensuite, regarde avec honnêteté ce que tu concèdes trop souvent, ce que tu lâches pour éviter la tension, ce que tu acceptes alors que quelque chose en toi se contracte. Par exemple, dire oui alors que tu penses non, te taire pour ne pas éveiller le conflit, t'excuser pour apaiser, faire passer l'autre avant toi, encore. Observe simplement, sans te juger, sans chercher à corriger. Enfin, identifie ce qui est non négociable pour toi. Pas ce que tu exiges de l'autre, mais ce qui est essentiel à ton respect, à ta cohérence, à ton équilibre. Par exemple, le respect de ton rythme, le fait de ne pas être rabaissé, le droit de dire non, le besoin de temps ou d'espace, le fait d'être écouté sans être interrompu. Une fois ces 3 zones clarifiées, voici la partie la plus importante de l'exercice. Je te propose de te projeter doucement dans la prochaine fois où cette situation pourrait se présenter pour t'offrir d'autres options. La prochaine fois, plutôt que d'attendre que tout déborde, à quel moment pourrais-tu t'arrêter un peu plus tôt? Par exemple, prendre une respiration avant de répondre, dire que tu as besoin de temps, proposer de reprendre plus tard, changer de pièce quelques minutes. La prochaine fois, quelle phrase pourrais-tu utiliser pour nommer ce qui se passe en toi sans attaquer l'autre? Par exemple, là je sens que ça monte en moi. Là j'ai besoin de ralentir la discussion. Je commence à me fermer, j'ai besoin d'une pause. Je ne suis pas disponible pour continuer comme ça. Et la prochaine fois, quelles limites claires pourrais-tu poser, sans te justifier, sans expliquer pendant 10 minutes, sans chercher à convaincre? Par exemple, je ne continuerai pas la discussion sur ce ton, je m'arrête là pour le moment, je reparlerai quand ce sera plus calme, je ne suis pas d'accord et je m'arrête là. Il ne s'agit pas de tout dire parfaitement, il s'agit de ne plus entrer automatiquement dans le schéma habituel, ni exploser, ni t'effacer, tenir ta place. Cette posture peut être inconfortable au début parce qu'elle est nouvelle, parce qu'elle ne nourrit plus la dispute, parce qu'elle ne rassure pas immédiatement l'autre. Mais c'est souvent à cet endroit précis que quelque chose commence à changer. Tu n'as pas besoin que l'autre change tout de suite, tu n'as pas besoin que la relation se transforme d'un coup. Ce que tu fais ici, c'est déplacer ton point d'appui.
Et quand ton point d'appui change, le lien, lui aussi, commence à se réorganiser. Quand tu te respectes sans rompre le lien, la relation n'a plus besoin de passer par la dispute pour tenter de s'ajuster. Ce que je t'invite à retenir de cet épisode aujourd'hui, c'est ceci. La dispute n'est pas une fatalité, elle n'est ni une preuve d'amour, ni un passage obligé dans une relation. Elle est souvent le signe qu'une régulation émotionnelle manque, qu'un ajustement n'a pas encore trouvé sa forme. Tu peux préserver un lien sans t'écraser, tu peux te respecter sans attaquer, et tu peux apprendre à faire autrement, sans te couper de toi, sans te fermer au lien, sans t'éteindre intérieurement. Ce travail ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, il consiste à habiter ta place avec plus de justesse, à reconnaître ce qui se joue en toi avant que la tension ne prenne toute la place, à sortir progressivement du cycle dispute-concession-explosion. Si cet épisode t'a permis de mettre des mots sur ce que tu vis dans ta relation, s'il t'a aidé à comprendre différemment ce qui se joue dans vos disputes, alors n'hésite pas à le partager autour de toi, à l'envoyer à quelqu'un à qui cela pourrait faire écho, à t'abonner au podcast et à lui laisser 5 étoiles. Ce sont des gestes simples pour toi, mais qui permettent à cette parole d'exister, de circuler et de toucher celles et ceux qui en ont besoin. Je veux aussi te rappeler ce que je défends ici, épisode après épisode. Ce n'est pas une psychologie rapide, ni des solutions toutes faites. C'est une vision exigeante, incarnée, profondément humaine du lien. Une vision dans laquelle apprendre à se contenir plutôt qu'à exploser, apprendre à se respecter plutôt qu'à se sacrifier, est un véritable acte de maturité émotionnelle. Enfin les amis, je crois profondément que c'est ensemble, en osant regarder nos fonctionnements avec honnêteté, en apprenant à faire autrement dans nos relations, que nous pouvons transformer les liens et offrir à nos enfants autre chose que la répétition des conflits non pensés, leur transmettre une manière plus consciente d'entrer en lien avec eux-mêmes et avec les autres. Je crois que c'est ainsi que nous pouvons construire un monde plus doux, pas parfait mais plus conscient, plus ajusté, plus respectueux de ce qui se vit à l'intérieur. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin, d'explorer ton fonctionnement individuel en étant accompagné, tu trouveras toutes les informations nécessaires pour me contacter et me suivre sur les réseaux dans la description de cet épisode. J'y ai également glissé le lien vers mon ouvrage « Je deviens émotionnellement autonome », un cahier entre théorie et pratique, conçu comme un véritable chemin de transformation intérieure avec des repères clairs et des exercices issus des thérapies comportementales et cognitives. Il te permettra d'apprendre pas à pas à mieux réguler tes émotions et à te respecter dans tes relations. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. On parlera de la réconciliation sur l'oreiller quand le sexe apaise et quand il évite de parler. D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.